Il n'existe pas de fan hardcore de Florida. C'est un vaisseau vide, dépourvu de la moindre personnalité, sans la moindre excentricité, sans même un chapeau rigolo. Il est la réponse du hip-hop aux pop stars anonymes, sans visage, dont on ne sait rien et dont on ne veut rien savoir. Ces mots sont les mots de Vice Magazine sur Florida en 2009. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose dans ce qu'ils ont dit tout au début de sa carrière qui est vrai. Vous connaissez tous les tubes de Florida. Wild One, Low, My House. C'est un des rois de l'ère du digital. Il a plus de 10 singles multiplatines. Il a plusieurs singles disques de diamant aux États-Unis. Mais de façon assez particulière, personne ne respecte Florida en tant que rappeur. Il reste un fantôme, quelqu'un qu'on ne regarde pas forcément, quelqu'un auquel on ne s'intéressait pas, avant qu'il ne devienne, par la force des choses et par son intelligence, l'un des millionnaires de la scène actuelle du rap game. Nous sommes dans les rues de Miami et là il y a le rappeur Fresh Kid Heights qui est un des rappeurs pionniers de cette scène-là, qui est en train de performer. Il performe plusieurs de ses titres et derrière lui il y a un hype man. Vous savez, c'est les mecs qui sont en train de te hyper et qui hype le public pendant que tu performes. Et là, c'est un gars qui a grandi lui aussi à Miami. Il est issu d'une famille de 8 enfants. Ses sœurs ont fait la chorale, le gospel. L'un de ses frères est lui aussi hype man pour d'autres artistes du rap, et donc du coup il a toujours été passionné par le rap game. Lorsqu'il était jeune, il a créé un groupe de rap avec ses potes qui s'appelle The Groundhogs, et justement c'est par ce groupe là qu'il rencontre Fresh Kid Heights qui leur permet de poser sur une des chansons de son album en 2004. Cette partie est importante parce que ce garçon s'appelle donc Chama La Seljila, et comme vous pouvez le comprendre, c'est un vrai passionné de hip-hop, tellement passionné de hip-hop qu'il attire l'attention d'un grand producteur de R&B et de rap qui s'appelle donc Devante Swing de Jodeci, qui se dit vraiment il a un super talent. Nous sommes dans l'ère où Twista est en train de cartonner, où Nelly cartonne, et ils se disent qu'ils vont faire progresser Florida. C'est d'ailleurs là qu'ils commencent à lui faire changer de nom, et c'est à partir du changement de nom qu'on va commencer à comprendre que il a une vision peut-être un peu différente du rap game, ou alors une sorte d'instabilité, parce qu'il se fait appeler Flo, il se fait appeler Mr. Birthday, il se fait appeler Mr. Bash. Il change plusieurs fois de nom au fil de ses mixtapes, mais il fait des collaborations purement rap avec Rick Ross sur Birthday, ou encore en compagnie de DJ Khaled. C'est là qu'il obtient son premier deal pour réaliser son premier album. Et comme nous sommes en 2007-2008 et qu'il y a énormément de hype autour de la vague électro, mais aussi de T-Pain, la première chanson qui apparaît, la première chanson qui fait buzzer Florida s'appelle Low. C'est un succès immense à l'époque parce qu'effectivement, le titre est efficace. On retrouve l'un des refrains très catchy de T-Pain, et d'un coup, il met la puce à l'oreille sur ce que Florida va progressivement faire entrer ou devenir. Bien sûr, il a une identité de rap un peu sudiste dans son flow, dans son phrasé qui est très très rapide là. Mais il est psychologiquement piégé compte tenu de l'ère dans laquelle musicalement, il commence à se développer. Il peut pas proposer au grand public des vrais titres hip-hopeux super structurés, parce que ce décalage-là se voit dans ses albums. C'est-à-dire que le titre avec Lil Wayne, American Gangster, ne prend pas du tout, pendant que le titre beaucoup plus électro avec Timbaland, Elevator, attire le public. Et c'est donc à partir de là qu'il va prendre une décision très importante pour sa carrière, mais pas que la sienne, c'est-à-dire qu'il va devenir un rappeur beaucoup plus pop. On le voit dès le premier single du second album, avec effectivement Ride Round en compagnie de Kesha. C'est un raz-de-marée, c'est incroyable pour un rappeur de base, mais c'est aussi incroyable pour une pop star. Même Kesha, qui était au maximum de son buzz, n'avait pas fait ça en solo. Ça veut dire qu'il avait réussi à compiler un public léger, familial, dans un titre qui à la fois mêlait des influences rap, mais purement pop. C'est là qu'il va commencer à insister sur cette formule-là, mais il faut se souvenir qu'il n'est pas le seul. La formule Florida Rap Pop marche tellement bien en 2009-2008 que petit à petit, tous les autres rappeurs sudistes dont on a parlé, par exemple Ludacris, vont progressivement essayer d'avoir plus ou moins le même attrait.
Mais le cas le plus emblématique du mimétisme et de l'impact de Florida, c'est bien sûr, on en avait parlé, Nelly. En fait, quand Florida commence à cartonner avec des singles rap pop, Nelly, qui était le président de la pop et qui avait été fragilisé en 2006, pour ceux qui n'ont pas compris, retourner dans la vidéo sur sa carrière, en fait, il est fragilisé et il revient vers un son pop en 2009. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à essayer de faire du Florida, à savoir des titres pop catchy pour les boîtes de nuit. Le titre le plus emblématique de ça, c'est Live Tonight. Quand vous écoutez Live Tonight, qui est avec Kerry Hilson, c'est même difficile à certains moments de savoir qui est Florida et qui est Nelly. Pourtant, c'est bien Nelly. Et le paradoxe, c'était que justement à l'époque, quand Florida arrive, beaucoup de gens se disent qu'il sera peut-être un sous-Nelly ou un sous-Twista. Et quand il prend cette dimension radiophonique qu'il assume à partir du second album, il va commencer à enchaîner les hits auprès du grand public, à savoir Sugar, The Club Can Handle Me avec David Guetta, Wild One avec Sia, Whistle. Et c'est là que la problématique de Florida va devenir cruelle. C'est-à-dire que il va enchaîner les hits radio en se disant, souvent sur des formules bien connues, parce que beaucoup de ces chansons-là sont samplées. C'est aussi pour ça que elles arrivent à toucher les ménagères. Ça fait un peu actuel sur des trucs repris et des formules très efficaces. Mais derrière, le public pop qui consomme des chansons de Florida ne va jamais, et ça s'est donc vu, aller acheter un album de Florida. Pour eux, c'est vraiment un Kleenex. Je consomme et je jette. Du coup, je suis capable de streamer sa chanson 150 fois, des millions de fois, mais le mec derrière ne m'intéresse pas. Son équipe va très vite comprendre ça. Et ils vont essayer par plusieurs moyens de lui lier des relations sentimentales, pour pouvoir faire en sorte que le grand public s'intéresse à lui. On se rappelle d'ailleurs de toute la trame avec Brandy, essayer de savoir si Florida et Brandy allaient une relation sentimentale. But shout out to her, definitely a big fan of her, and as far as anything else, I mean, only the future holds. Do you have a crush? Huh? You got a crush? I wouldn't say crush, I'm just being a humble guy. C'était assez désastreux parce que on n'y croyait vraiment pas, ils étaient très gênés et très gênants tous les deux. Mais il y a eu ça, son équipe est passée par le fait de se dire que peut-être que s'il avait une petite amie connue ou alors quelqu'un qui pourrait plus ou moins intéresser le grand public, ça donnerait un peu plus de corps au personnage, pas simplement pour le public de hip-hop, parce que le public de hip-hop c'est autre chose. Mais le grand public malheureusement n'a jamais eu aucun intérêt pour lui, autre que de consommer le single de Florida, la chanson efficace de Florida pop du moment, et de la jeter à la poubelle. Mais là où ce genre de schéma devient cruel pour ce genre d'artiste, c'est que factuellement le rap et souvent le R&B c'est pas la pop, c'est-à-dire que c'est une culture, et donc culturellement ça veut dire quoi? Ça veut dire que un rappeur de Miami a un ancrage à Miami, un rappeur de New York a un ancrage à New York, un rappeur d'Atlanta défend quelque chose d'Atlanta musicalement, culturellement, avant d'être une pop star mainstream. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes albums doivent nous refléter. Ça veut dire que quelque part quelqu'un de Atlanta doit dire que tu étais là avant moi, je sais pourquoi tu es là. Quelqu'un de New York doit être capable de dire que tu es une traçabilité entre toi et lui. Mais quand tu as des albums que personne ne respecte, même si tu as des singles, et les singles de Florida, peut-être que vous avez oublié, mais quand vous faites le total, c'est parfois plus fort que Nelly. Ces chiffres parfois dépassent même Kanye West. Les singles de vente de Florida sont impressionnants, mais n'ont rien de culturel. Et c'est donc pour ça que les magazines vont être très critiques et parfois très durs avec lui, parce qu'ils vont dire qu'il est le représentant justement de ce qu'on ne connaissait pas avant totalement dans le rap game. C'est une carrière construite, parce que c'était une carrière construite malgré tout, il y a des tubes qui s'enchaînaient sur du vide. Pas d'appartenance historique à un lien précis, pas de réel crew, juste des singles pop qui s'enchaînent. Dans un paradoxe qui est encore plus fort, c'est que c'est pas un gars vide. C'est quelqu'un qui est venu véritablement de cette culture-là, mais qui a fini par s'y confondre et quelque part par totalement perdre son identité, tout en ayant un immense succès, parce qu'en 2013 encore, Florida cartonne.
Going Down for Real avec Sage de Gemini est un gros succès pour lui. C'est d'ailleurs là que vous pouvez voir le parallèle qui est super intéressant avec des carrières comme celle de Drake par exemple. C'est que Drake avait construit quelque chose qui était réellement hip-hop. C'est d'ailleurs pour ça que toutes ces polémiques qui font sont ridicules. Parce que quand on revoit la carrière de Drake, elle est d'ailleurs très bien construite parce que il s'assure toujours à tous les niveaux d'avoir des amateurs de hip-hop avec lui. Le parallèle le plus frappant de quelqu'un qui n'avait pas le souci d'avoir des amateurs de hip-hop, c'est bien sûr Flo Rida, parce qu'il avait, et je pense toujours qu'il a un des différentiels entre vente de singles et vente d'albums que je n'ai jamais vu dans l'histoire de la musique. D'ailleurs, à un moment donné, à partir de 2012, il ne veut plus faire d'albums, ce qui est logique dans son format. Il faisait des singles à 10 millions d'exemplaires pour des albums qui ne trouvaient pas plus de 30 000 exemplaires en première semaine face à son public. Ça montre à quel point, pour une grande partie de son public, on était dans un rapport qui était quasiment plus artistique, dans le sens où on l'entendait à l'époque, les gens aimaient encore acheter les albums ou écouter les albums des artistes qu'ils aimaient. Si on se retrouve avec un différentiel si fort de quelqu'un qui vend 10 millions sur un single et il y a 3-4 pecnos qui vont acheter l'album, c'est bien que la majeure partie des gens avaient établi que pour eux, c'était pas du tout quelqu'un d'intéressant. Si parfois, quand je passe au supermarché, il fait une chanson qui me plaît, ok. Si parfois, voilà, mais retenir son nom, limite même son visage, je m'en fous. Et je pense d'ailleurs que plein de personnes qui vont regarder cette vidéo avaient oublié peut-être que c'était Flo Rida qui avait fait le tube 2015 My House. Là, certains pourraient se dire, ouais, bon, tant qu'il fait son argent et tant qu'il fait des hits, tant mieux. Et d'ailleurs, c'est un produit de consommation, si ça se consomme, ça aurait dû continuer à se consommer aussi bien. Et c'est là que l'industrie musicale, surtout l'industrie du rap, ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Qu'est-ce qui se passe à partir de 2016-2015 dans l'histoire musicale? Oui, bah oui. Vous avez commencé, beaucoup d'entre vous, à écouter de la trap, à écouter du rap. C'est-à-dire que pendant les années où Flo Rida cartonnait, les 5-6 années où il avait établi son schéma de rap pop, où il rappait sur des titres purement pop, sa force, c'était effectivement qu'il était le rappeur, plus ou moins affilié aux radios, qui faisait une pop hyper basique, hyper facile. J'entre dans le format et c'est bon. À partir de 2016, on a le retour d'Atlanta, on a la trappe, les Migos, plein de vrais rappeurs reviennent sur le devant de la scène et le rap devient une des musiques les plus écoutées dans le monde. La problématique, c'est quoi? C'est que les artistes qui vont réussir à s'adapter à cette époque-là, Drake, Kanye West et plusieurs autres, ont un noyau. Non seulement ils ont un noyau, mais ils ont une identité musicale. Pourquoi? Parce que pour pouvoir s'adapter, il faut avoir quelque chose. Tu peux pas t'adapter en partant de rien du tout, et voilà, en étant juste là, oh, voilà, théâtre. Non, pour t'adapter, il faut que tu aies quelque chose qui fait en sorte que voici qui je suis, et bah je vais m'adapter à cette époque-là. Ça veut dire que, par exemple, moi, j'essaie assez difficilement, d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, de m'adapter au format TikTok. C'est très difficile pour moi, mais vraiment, c'est horrible pour moi de faire des TikTok, parce que j'ai envie de raconter et tout. Donc, du coup, j'essaie de m'adapter. Mais quand même, j'imagine que si vous tombez sur mes TikTok, parfois, vous reconnaissez quand même pas mon ADN. Vous savez que je veux parler un peu plus, mais vous dites que bon. Voilà. Des fois aussi, vous voulez m'écouter un peu plus, vous vous dites, ah, la vidéo n'est pas assez longue. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un ADN, quelque chose où on te reconnaît et tu essaies de l'adapter dans un autre format. Flo Rida n'avait pas ça. Parce que sa carrière était justement bâtie sur l'inverse. C'est sur le fait que j'ai pas d'ADN, je ne suis rien du tout. La pop, s'il y a tout ça là, je m'insère dans le format. Et au moment où donc du coup, il fallait revenir sur avoir un ADN avec un son beaucoup plus urbain, il était d'office perdu. Il n'y avait plus rien pour lui. Même avec des millions de singles vendus, en fait, il était complètement dépassé. Pire encore, deuxième problème qu'ils n'avaient pas réussi à régler, il n'y a pas de personnalité. C'est-à-dire que le public ne s'est jamais attaché à la personnalité de Flo Rida, il n'a pas eu de gros scandales, il n'a pas non plus été quelqu'un de super beau gosse. En fait, il n'y avait rien qui pouvait le lier au public autre que, en fait, des fois, j'ai entendu ces chansons dans un supermarché. Et c'est donc à partir de là que ces chiffres se sont effondrés. Parce que Flo Rida n'a jamais arrêté de sortir de musique. Il faut que vous le sachiez. Il n'a jamais arrêté. Il n'a jamais arrêté, jusqu'en 2025, d'essayer de ressusciter son format. Il essaie chaque année.
chaque année où je vous parle, Florida essaie de sortir de nouvelles chansons. En 2023, c'était Good Girls. En 2024, c'était un autre sample dans son format pop radio. 2025, il a sorti un autre single. Florida essaie. Ce n'est jamais véritablement revenu, mais il y a aussi quelque chose que Florida, dans sa carrière de pop star, a très vite vu et a très vite compris, c'est que le fait de ne pas avoir aussi énormément d'attentes autour de lui a permis d'avoir du recul sur comment fonctionne le game. Et parfois donc du coup d'avoir des exigences qui pourraient être différentes des autres rappeurs. Ou alors de faire des choix que d'autres rappeurs n'auraient pas fait parce qu'ils étaient trop concentrés sur le fait d'avoir une image, que leur album cartonne, ou alors d'avoir du cash flow. Florida, pour le coup, en faisant ses petits shows et en vendant ses singles à 10 millions, avait du cash flow. C'est-à-dire que dans la vie, il y a toujours le yin et le yang. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Le fait de ne pas avoir cette pression-là lui a ouvert l'esprit différemment parce qu'en 2014, il y a une marque de boisson énergisante qui est une toute petite marque qui s'appelle Celsius qui vient et qui dit à Florida, franchement, on aimerait que tu me mettes la marque en avant dans tes clips, on te paye, tu la cites et c'est bon. Un peu comme certains sponsoring que font certains youtubeurs. Florida était censé venir dans le clip montrer comment il boit la boisson et après il dit à la fin allez boire comme moi ou alors juste la mettre en avant dans son clip. Et la marque ne vaut absolument rien à l'époque. Florida les regarde, il leur dit oui, mais en fait, non, je veux bien faire, mais je veux pas que vous me payiez en cash. What? Ils disent pourquoi? Bah non, je veux pas que vous me payiez en cash, vous valez rien, ok, mais moi je veux des parts dans la société. Au début, les gars veulent pas, mais vu que la marque ne vaut pas grand chose, ils décident finalement de lui donner une partie des droits. Et à ce moment-là, alors que nous sommes en 2014, effectivement, que le début de la chute de Florida musicale arrive, parce qu'à partir de 2016, il n'aura plus jamais aucun hit, ben en fait, il décroche, sans s'en rendre compte, le hit de sa vie. Parce que Celsius, que peut-être que certains connaissent aujourd'hui, va devenir une espèce de monstre dans les boissons énergisantes. La marque va exploser en bourse, c'est-à-dire que Forrest Gump, et cette marque va devenir un véritable succès populaire, alors qu'au moment où Florida signe, il aimait dans ses clips, et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi? Oui, parce que malgré tout, les clips de Florida sont vus. C'est pas un rappeur de comme nous là. Quand il les mettait dans les clips au début, ça avait de l'impact vu que il va à 10 millions de personnes. Là, vous allez me dire, oui, Stevie, c'est logique. Pourquoi je ne répète quelque chose qu'on sait? Bon, en fait, ces mecs ont essayé de nier. Bah oui. Ah bah oui, c'est... Oui. Ils lui ont dit, non, en fait, on n'a jamais eu besoin de toi. Nous, on a exposé de nous-mêmes. Ouais, bah, on va te faire un chèque. On va te refaire un chèque. Tu voulais combien déjà? Non, on va te donner 1 million. Ils ont nié l'impact de Florida sur leur vente. Ils ont voulu nier le contrat de part que Florida avait avec eux. Et donc, du coup, il va leur porter plainte. Il va les traîner devant les tribunaux et l'affaire va durer. L'affaire va durer parce qu'aucun des deux clans ne veut lâcher de part à l'autre, notamment pas Florida, qui va dire dans plusieurs interviews qu'il estime avoir construit cette marque-là, l'avoir lancée, avoir aidé à la populariser et à la mettre en avant aux yeux du grand public, qu'il a signé un contrat qui lui cédait certaines parts et qu'il mériterait d'être rémunéré à la juste hauteur. Et c'est finalement ce qui va donc arriver quasiment 10 ans après. Florida va être reconnu lésé par un jury et il va donc empocher la somme de 82 millions de dollars. I mean, this was a long journey, but we prevailed. C'est historique, c'est l'une des plus grandes victoires de toute l'histoire de la musique d'un artiste sur une marque commerciale. Et d'ailleurs, la marque Celsius vaut aujourd'hui plusieurs milliards de dollars et les avocats de Florida continuent de dire que il mériterait au moins 1 à 2% des revenus de la marque, ce qui est encore plus élevé que les 82 milliards de dollars. La marque a fait appel et récemment, en 2024, on a demandé à ce que les actions ne soient pas valorisées. C'est vous dire d'ailleurs jusqu'à quel point ils sont malhonnêtes. Ils demandent à ce que la part des actions de Florida soit comptabilisée pas dès le début du contrat. Parce qu'en gros, c'est ça maintenant, la part des actions de Florida. Et c'est vraiment de la malhonnêteté, franchement. Que Dieu maudisse les gens malhonnêtes. Parce que c'est fou, écoutez bien. En gros, Florida a gagné
Et le jury a demandé à ce que on redonne à Florida tout ce qu'il n'a pas eu depuis le début. Eux, ils disent, on lui a quand même donné quelque chose avant. Nous voulons donc que ce soit revu jusqu'au moment où on a commencé à violer le contrat. Mais vous avez commencé à violer le contrat, pourquoi? Non, il fallait pas violer le contrat, donc moi je suis pas d'accord. Redonnez-lui tout son argent. Et ses avocats se battent d'ailleurs pour que ce ne soit pas que 82 millions, que ça aille encore plus loin. Et c'est donc une victoire commerciale immense pour lui, une victoire personnelle aussi immense parce que ça récompense quasiment toute sa carrière artistique. Il n'aura jamais gagné autant avec ses tubes. Et quelque part, c'est une victoire aussi pour le rap game. Parce que même si effectivement, bah vous voyez, Florida n'est pas un acteur de rap, il y a aucun artiste qui va vous dire Florida m'a inspiré, tout. Enfin, il a pas de crédibilité hip-hop, mais sachant que c'est quand même quelque chose qui vient du rap game, bah on retrouve quand même le côté où bah c'est un artiste pop rap qui a aidé à rendre une marque de boisson super populaire, et au final, chose très rare, il a quand même réussi à la fin de sa carrière à récupérer ses droits. J'imagine que la plupart d'entre vous n'allez pas aller réécouter ces tubes de l'époque, ou alors peut-être que si vous allez le faire, si vous aimez les zones de Flowery, mais au moins je pense que vous serez fiers de vous dire que si Florida ne vous intéressait pas en tant qu'artiste ou en tant que personnalité, bah, le parcours de l'homme qui a investi dans une marque de boissons énergisantes, qui a failli se faire dégager et qui finalement a réussi à reprendre ses parts, à gagner, bah, c'est peut-être le plus beau script que lui aura donné sa vie. Encore plus beau d'ailleurs que sa carrière musicale, même si encore une fois, il a eu énormément de succès, énormément de disques de diamant, pour très très peu d'albums vendus, parce qu'encore une fois, la musique R&B, rap, dont on parle ici, ça peut faire moins de chiffres. D'ailleurs, ma chaîne ne fait pas énormément de chiffres, ouais. Enfin, il y a des chaînes qui font beaucoup plus de chiffres que moi. Mais culturellement, je pense que, et c'est quelque chose que j'espère que je vous transmets quand je peux, bah, ça compte différemment. Vous comptez différemment, hein? Allez, dites-moi quelle est votre chanson préférée de Florida. Est-ce que vous comprenez ce parallèle dans sa carrière? Est-ce que vous étiez plutôt des auditeurs fidèles de ses tubes ou alors pas du tout? Est-ce qu'il vous horripilait? Et d'ailleurs, petit twist, parce que je ne fais pas cette vidéo sur Florida innocemment, vous voyez très souvent les fans de Nicki Minaj ne comprennent pas pourquoi on rejette Nicki Minaj pour ses tubes pop. Bah en fait, si vous regardez la carrière de Florida, ça n'a rien à voir avec le sexisme. Parce que Florida a plus de gros tubes pop que Nicki Minaj. Il a des tubes 10 millions, 10 millions, 10 millions. Mais les gens ne l'aiment pas dans la zone hip-hop. Parce que c'est un rejet qui n'est pas un rejet de personne. C'est un rejet qui est un rejet identitaire et culturel. Bref, dites-moi tout ce que vous pensez de Florida, de sa victoire aujourd'hui, parce qu'il n'a même plus besoin de revenir dans la musique, à commenter, à liker, à partager. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.